Merci de m'avoir invité. Donc, on est aujourd'hui au cœur de Brocéliande, un pays romantique, mais nous allons essayer d'être pragmatiques avant tout. Alors, je vous présente le livre Perspectives pour la nation bretonne. Donc, c'est un livre que j'ai écrit au mois de juin dernier, tiré à 1000 exemplaires. Alors, le livre se présente en plusieurs parties. La première partie, c'est la Bretagne et la France. Je montre que la Bretagne ne peut pas être une région et que le terme région, c'est un terme qui est piège. Et de fait, s'il n'existe pas de région, on ne peut pas non plus être régionaliste breton. Après, dans la deuxième partie, je montre un petit peu, mais ce sont des choses déjà connues, le nationalisme français et puis surtout l'étatisme et la religion républicaine que l'on dénonce assez régulièrement, notamment un des symboles du républicanisme, c'est le fameux Panthéon, hein, qui recueille l'ensemble des saints républicains, des gens très très bien, mais en fait c'est assez patent quand même comme exemple. Après, je pars de la nation bretonne, mais d'un point de vue brittonniste, c'est-à-dire que pour moi la nation bretonne, ça part déjà du peuple brittonique, de langue bretonne, et qui est la continuité du peuple armoricain. Et donc, sans langue bretonne, sans référence au peuple britannique, je pense qu'on ne peut pas parler de nationalité ni de nationalisme breton. Après, qu'est-ce qu'une nation aujourd'hui? Donc, c'est un thème qui a été abordé par des philosophes, qui a été oublié, qui a été contesté, qui a eu aussi ses dérives. Et donc, l'idée, c'est de faire un petit peu le tri entre ce qui est le nationalisme, l'ultranationalisme, et en quoi peut-on être, comment peut-on être nationaliste aujourd'hui, et voire même, peut-on être nationaliste, peut-on défendre la nation sans forcément être nationaliste. Ça, c'est mon point de vue. Et donc, j'ai distingué j'ai mis en place deux néologismes pour expliquer ça. Il y a le point de vue fonctionnaliste de la nation, et à ce moment-là, on est nationaliste, et le point de vue sentimental, culturel, nationalitariste, et on est plutôt dans le nationalisme. C'est-à-dire qu'il y a eu un réveil breton dans les années 70 qui était plutôt de nature culturelle, nationalitariste, et aujourd'hui, ce qui fait une nation, c'est à la fois sa structure culturelle et nationalitariste, mais il nous faut aussi une structure fonctionnelle, une institution. C'est qu'à partir du moment qu'on serait une institution bretonne, qu'on constituera véritablement une nation moderne. Donc le défi que l'on a, c'est de faire de la Bretagne une nation moderne avec toutes les compétences requises pour pouvoir avoir la maîtrise de son destin. Et donc, je suis parti aussi d'un livre que vous avez ici en vente, le Défi armoricain. Le Défi armoricain qui a été édité en 2015 par l'Institut Le Carne, qui reprend des chiffres sur la fiscalité, sur ce que sur le budget breton en fait, hein, l'ensemble de l'impôt breton collecté pour toutes les collectivités, d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue social. Et donc, globalement, les chiffres sont les suivants. On a 28 milliards d'euros en ce qui concerne l'ensemble des impôts directs ou indirects. Et puis, on a 32 milliards en ce qui concerne toutes les questions sociales, sécurité sociale et retraite. Et il s'agissait à ce moment-là d'avoir un modèle d'autonomie, parce que souvent, dans le mouvement breton, on se dit, bon, on est fédéraliste, on est autonomiste, on est indépendantiste, on est pour la Bretagne libre, on est pour une Bretagne autonome, on est pour les institutions bretonnes, mais on ne prend pas toujours la peine, à mon avis, de définir un modèle. Et donc, surtout un modèle financier. Et donc, j'ai extrapolé le livre du Défi armoricain pour imaginer une structure financière sur le modèle du Pays Basque. Pas tout à fait, parce que
c'est beaucoup plus modeste que le Pays Basque, mais si déjà on avait ce modèle-là, ça serait tout à fait merveilleux. Donc, dans ce modèle-là, on ne gère pas dans un premier temps tout ce qui est social, sécurité sociale, retraite, puisque c'est très difficile, les caisses ne sont pas toujours des caisses bretonnes. Bon, il y a quand même des grosses difficultés à intégrer ça dans un budget breton du jour au lendemain. Et il y aurait peut-être aussi des réticences vis-à-vis de la part même des Bretons de faire en sorte que ce transfert soit immédiat. Je pense qu'on n'aurait pas la capacité politique de le faire dans un premier temps. Après, tout le reste, c'est-à-dire les 28 milliards qui restent, on en donne une partie à l'État central autour de 4% pour gérer à la fois la justice, l'armée et la dette. Alors sur la dette, ça suppose aussi avoir, à partir du moment où on a un transfert de fiscalité à l'État central, ça suppose aussi avoir un contrat entre la Bretagne et la France. C'est-à-dire que dans cette position-là, la Bretagne se retrouve souveraine d'une certaine façon, puisqu'elle n'est pas soumise à l'État français, mais c'est un contrat qui est établi entre la France et la Bretagne, un peu comme l'accord économique qui a eu lieu entre le Pays Basque et puis l'État central espagnol en 1981. Et donc dans ce contrat, il faudra à ce moment-là renégocier la dette, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la dette qui ne nous concerne pas, et il y a également la présence militaire en Bretagne, qui peut poser problème en ce qui concerne la présence nucléaire en Bretagne, mais qui peut aussi être un objet de négociation à l'échelle européenne. Pourquoi il y a des bases militaires en Bretagne? Si c'est la défense du territoire français, c'est aussi la défense du territoire européen. Et à ce moment-là, on peut aussi avoir une sorte de dégrèvement de la part de la dette des Bretons vis-à-vis de l'ensemble français. Après, en gérant à peu près 40% du budget collecté en Bretagne, ça nous permet aussi, ça ne nous empêche pas non plus d'avoir des accords, de la cogestion entre une collectivité autonome bretonne et puis l'État central, comme aujourd'hui cela se fait avec la gestion de tous les domaines, du domaine social. Dans ce projet également, évidemment, les départements n'ont plus leur place et on renforce les collectivités locales. Et le fait d'avoir un budget central breton très fort, c'est-à-dire qu'on passerait de 2 milliards à 17 milliards, et les collectivités, le bloc communal passerait de 6 milliards à 7 milliards. C'est-à-dire que le bloc communal ne bouge pas, parce qu'il reprend les compétences partielles du département, et puis la collectivité autonome de Bretagne reprend une part aussi des compétences du département. Mais passer de 2 milliards à 17 milliards, ça change tout, parce que ça minimise en fait le poids des métropoles. Parce qu'aujourd'hui, les métropoles, bon, ça pèse à peu près 2 milliards, ça pèse autant que la région Bretagne, c'est 1,5 milliard. Et dans les chiffres qui sont donnés, et c'était le mérite du livre des défis armoricains, c'est qu'ils ont fait un budget à 5 départements pro rata du département de Loire-Atlantique. Donc c'est un budget qui est toujours à 5 départements. Donc quand on dit aujourd'hui la région Bretagne, entre guillemets, ça veut dire la région Bretagne qui inclurait le département de Loire-Atlantique, on serait à 2 milliards. Donc c'est la seule possibilité qu'on a si on veut vraiment réduire le poids des métropoles et faire en sorte qu'on ait une cohérence globale au niveau de la Bretagne. Alors moi j'ai fait ce livre aussi en pensant qu'il pouvait être utile pour les élus bretons, parce qu'aujourd'hui moi je suis adjoint au maire de Breton en urbanisme et environnement, et on s'aperçoit en fin de compte que pour conclure les budgets, il faut 5% ici, 10% ici, 20% ici, prier le sous-préfet, prier le préfet, faire en sorte d'avoir un relais peut-être dans un ministère. Voilà, il faut toujours se faire bien voir et montrer sa plus belle face à celui qui a le porte-monnaie.
Et je pense que ça devient déjà très difficile à gérer, et moralement, ça devient pour moi intenable. Il faut vraiment que les Bretons puissent gérer proprement leurs impôts. D'un point de vue aussi, je trouve, en termes de communication vis-à-vis de nos concitoyens bretons, c'est de leur dire qu'ils ont une capacité, s'ils gèrent correctement le fruit de leurs impôts, ils auront une capacité d'établir une démocratie de proximité. Et donc, ils ont une capacité aussi de se libérer des dictats aujourd'hui de l'État français. On le voit bien avec les Gilets jaunes aujourd'hui. Les Gilets jaunes, c'est aussi quelque part le phénomène qui fait que les gens n'ont pas la maîtrise de leur budget, n'ont pas la maîtrise de leurs impôts et n'ont pas la maîtrise aussi des décisions locales. Après, j'ai eu la chance aussi de rentrer en contact avec un Basque qui a travaillé longtemps au gouvernement basque, qui avait fait une conférence justement à l'Institut local. Donc j'ai échangé avec lui et je me suis largement inspiré de sa conférence où il montre comment le système basque fonctionne avec le fameux 6,24%, c'est-à-dire 6,24% prélevé du budget basque et attribué à l'État central, et cela depuis 1981. Donc, ça pourrait paraître le projet d'autonomie fiscale que je propose dans ce livre, pourrait paraître modeste, mais avouons-le quand même entre nous, que si on pouvait déjà mettre ça en place, ça serait un grand pas en avant. Et donc, c'est plutôt un projet qui peut être considéré par des milieux économiques et puis par les élus de base et les élus aussi en général bretons comme assez maximaliste. Maintenant, ce projet-là, il ne peut être réalisé qu'à partir du moment où les Bretons s'organisent en réseau et soient en capacité d'interpeller l'État central. C'est-à-dire qu'il y ait un lobby très fort qui se mette en place. Et ce lobby très fort ne peut se mettre en place qu'à partir du moment où les gens se sont conscientisés en tant que nation. Ça veut dire qu'on doit être une nation, on est une nation parce que c'est une réalité, mais on a aussi la nécessité d'être une nation pour relever un certain nombre de défis. Et je note quelques défis, il y en a un grand nombre parce que ce n'est pas un ouvrage politique en termes de programmation, mais il y a le défi de la démographie, le défi de l'immigration, le défi de l'identité, le défi économique. Et si on ne se constitue pas en nation, à ce moment-là, on ne sera pas en capacité de négocier et de faire plier l'État français. C'est pour ça qu'il faut mener, à mon avis, les deux thèmes conjointement. Un thème véritablement national et à la fois très pragmatique. Voilà donc en gros le thème de mon livre, et je serai heureux de vous le présenter un peu plus tard si vous